Bonjour à toutes et tous, attention, et voilà, c'est parti. Voilà, bah écoutez, bonjour à toutes et tous, ravi de vous retrouver dans un live Twitch, le live Cérémonie Live, un peu exceptionnel. Alors vous me direz si le son est bon, parce qu'on a fait des petits réglages avec Pierre, donc je ne suis pas sûr que ça marche très bien. Enfin, je suis certain que ça marche très bien, mais vous me direz en retour, en commentaire si c'est bon. Pour vous dire aujourd'hui, 3 temps forts. Le premier, pour la première fois dans un live, on va avoir des invités, et oui, et ça va être un vrai plaisir. Oui, tout fonctionne, merci Thierry. Ça va être un vrai plaisir, donc on va vous parler un petit peu RSE, formation. Vous allez comprendre le lien qu'il y a avec Cérémonie. Vous savez que dans cette émission, on fait toujours un point sur notre actualité. Le second temps, ça va être le retour de Guillaume. Je crois qu'il n'était pas venu depuis... vous savez la photo qu'on avait mis quand il faisait du tennis, voilà, le tournage de Cap ou pas Cap. Alors le Cap ou pas Cap n'est pas encore terminé, donc dès qu'il sera monté, on viendra vous le présenter. Il viendra vous le présenter en direct. Là pour l'instant, c'est pas le cas, on va parler asset management avec lui. Les dernières actualités du secteur, il y a eu des résultats semestriels, trimestriels, pardon, et puis pas mal de petites choses. Il vous a préparé tout un programme. Et enfin, le dernier point, j'avais peur de ne pas avoir allumé le micro. Le dernier point, c'est moi, je vous parle un petit peu de l'actualité de la LED. J'ai 2-3 surprises à vous montrer. Enfin, 2 surprises en l'occurrence. Le dessin de cette semaine, enfin de la semaine prochaine. Et puis un livre qui est sorti, c'est notre 3e édition. Je serais très heureux de vous le présenter. Donc ça, on en parle dans quelques instants, enfin dans 1 heure à peu près, un peu moins d'1 heure à la fin de l'émission. Et donc pour commencer, on va recevoir Sophie Laxonner et Valérie Loisillon qui vont nous parler d'Assurance for Good. Donc vous savez comment ça se passe ici, il n'y a pas de transition, il n'y a pas de jingle, il n'y a pas de tout ça. On fait ça à l'ancienne, comme ça. Et donc, allez-y, mesdames, venez, rejoignez-moi. Bonjour à toutes les deux. Bonjour Benoît. Alors, installez-vous comme vous pouvez, on va régler petit à petit... que vous soyez dans le cadre, Sophie, il faut que tu te rapproches. Oui, je vais me rapprocher. Je vais m'éloigner un petit peu. Attends, je vais m'approcher de toi si tu veux. Voilà. Ça va, Voilà. c'est bien. Alors, comme ça, on est bien. Ouais, écoutez, si vous êtes bien, tant mieux. On a tendance à regarder l'écran. Ouais, oui, il faut pas. Mais il ne faut pas trop. Non, il ne faut pas, parler on est comme ça. assez fort parce qu'on a un micro pour tout le monde, mais je crois que le son est bon. Donc ça ne devrait pas poser de problème. Ok. Et puis, Et puis, alors, bienvenue. Très simplement, je vous pose quelques questions. Vous allez nous présenter un petit peu ce que vous faites. Ça marche avec plaisir. Et puis, on va montrer des visuels parce qu'on a quand même un peu préparé cette émission. On ne l'a pas fait non plus complètement à l'arrache. Et on te fait confiance. Ouais, c'est gentil. Merci, vous avez bien raison. Je ne sais pas si c'est la meilleure chose à faire, mais pour cette émission, c'est mieux de me faire confiance, en effet, vu que c'est moi qui ai les manettes. Alors, le clavier. Le clavier, alors, il est partagé. Si vous avez besoin de cliquer tout à l'heure, vous pourrez le faire. Okay. Le tout début, c'est Assurance for Good. C'est quoi? Alors, je me lance. Vas-y, Valérie. Donc, Assurance for Good, c'est un cabinet de conseil en RSE, exclusivement, qui est dédié aux acteurs de l'assurance. Donc, en fait, on accompagne tous les acteurs de l'assurance, plus particulièrement les cabinets de courtage, les mutuelles, les assurtech, et on les accompagne sur l'ensemble de leur transformation RSE. Ok, la RSE, tu vois ce que c'est, Benoît? Alors moi, je vois ce que c'est de très loin. La transformation RSE, encore moins, mais vous allez nous expliquer tout ça. Tu veux expliquer ce qu'est la RSE, ouais, la transformation RSE? La RSE, c'est... Il faut que tu reviennes dans le cadre. Ah, pardon, je m'éloigne. Oui, voilà, attends. Oui, donc on est n'a pas l'habitude d'en recevoir du monde. Ouais, donc on est effectivement un cabinet de conseil et de formation, parce qu'on va y venir juste après en RSE. La RSE, c'est quoi? C'est la responsabilité sociétale des entreprises. Donc derrière ce mot un peu étrange et pas forcément très sexy en première impression, eh bien en fait, c'est tout simplement les impacts sociaux, environnementaux et économiques qui sont du coup gérés dans le cadre de l'activité de l'entreprise. Donc une entreprise, que ce soit celle dans laquelle on est aujourd'hui ou en tout cas les acteurs de l'assurance qu'on accompagne, eh bien, vont avoir des impacts liés à leur activité qui vont concerner par exemple les conditions de travail, la qualité de vie au travail, l'inclusion, la diversité, l'intégration des personnes en situation de handicap. Donc c'est tout ça qu'on va mettre derrière le pilier social. Elles vont avoir aussi des impacts environnementaux liés à la consommation énergétique des bâtiments
par exemple, à tout ce qui est émissions de gaz à effet de serre, on en parle quand même beaucoup. Et puis par ailleurs, dans le cadre de leurs investissements, elles vont avoir aussi des placements qui vont avoir un impact carbone ou pas. Donc voilà, ça c'est dans le pilier par exemple environnemental. Et puis un pilier économique. Le pilier économique, c'est tout simplement se poser la question de ces interactions avec ces parties prenantes, de travailler avec, par exemple des fournisseurs qui vont être implantés localement, les circuits courts, l'économie circulaire. Donc c'est tout ça qu'on va retrouver, les achats responsables dans ce pilier économique. Voilà, en résumé. Donc c'est tout ça la RSE. Alors moi j'aurais bien besoin d'une bonne formation parce qu'en effet j'en ai beaucoup entendu parler. J'ai peu écrit dessus parce que c'est un sujet que j'aborde pas facilement, dans le sens où comme je le maîtrise pas, j'évite de parler des choses que je maîtrise pas. On a quand même beaucoup l'impression que c'est ce qui concerne la vie de la société, enfin de l'entreprise en gros. Ça concerne plutôt son mode de fonctionnement que finalement ses activités à proprement parler. Non, ça va concerner à la fois son mode de fonctionnement, donc à la fois tourner vers l'intérieur. Donc comme le disait Sophie, ça va être une entreprise, quelle qu'elle soit, une entreprise qui sera responsable. Donc ses bâtiments, ses collaborateurs, sa flotte de véhicules, voilà, donc tout ce qui va l'aider à fonctionner. Et puis après, surtout, ça va être la façon dont elle mène ses activités. Donc comment un assureur va pouvoir proposer des offres qui sont plus responsables, donc sur son pilier, sur vraiment son cœur business, et puis comme le disait Sophie, la partie investissement, puisqu'en fait les assureurs sont des investisseurs voilà, institutionnels, des investisseurs de long terme, des investisseurs de l'économie. Donc voilà, comment à la fois ils vont pouvoir agir sur chacun de ces trois piliers, eux-mêmes, leur business et leur rôle d'investisseur. Ce qui est super intéressant pour compléter ce que tu dis, c'est qu'effectivement, dans le cadre de leur activité, il y a les offres, il y a les investissements, et on le verra peut-être tout à l'heure, il y a aussi une façon d'exercer sa responsabilité sociétale dans sa façon d'indemniser ses clients, dans sa relation client, dans la conception marketing de ses offres. Donc tous ces éléments-là, en fait, eh bien, embarquent des enjeux et des pratiques qu'on associe à la RSE. D'accord, ok, très bien. Bah, vous allez nous détailler tout ça déjà. Cette société est jeune. Ouais. Hein, Science for Good, vous l'avez montée comme quand? Ouais. Ah bah oui. C'est pas mal ça. Comme nous trois. Comme nous trois, exactement. Voilà, exactement. Mais de toute façon, on est sur Twitch, hein, c'est une chaîne de jeunes. Donc on a toute notre place. Écoute, ouais, on est plutôt une start-up du conseil. On a toutes les deux un passé assez professionnel de quelques années, dizaines d'années dans le secteur de l'assurance. On s'était croisés dans le secteur de l'assurance. On s'était croisés dans le secteur de l'assurance, il me semble. Hein. Donc, pour ma part, un assureur crédit, un cabinet de conseil actuariel, hein, et puis un banque assureur. Un banque assureur, oui, voilà. Oui. Et puis Sophie, toi aussi, Ouais. presque 10 ans dans le secteur de l'assurance. Ouais, presque 10 ans, plutôt dans un groupe mutualiste et puis une assurance avec un réseau d'agents généraux. Et puis par contre, moi, j'ai pas fait que de l'assurance toute ma vie. J'ai aussi un passé dans le marketing et la publicité, en institut d'études et en agence média, avant d'embrasser cette passion pour l'assurance. Ah oui, d'accord. Je crois que c'était la passion pour la RSE. Ça semblait plus crédible que la passion pour l'assurance. Eh bien, tu vois, non, mais c'est intéressant ce que tu dis. Quand on s'est rencontrés avec Valérie, qu'on a commencé à réfléchir à ce projet, en fait, toutes les deux, on était effectivement animés par le fait d'apporter une contribution et de créer effectivement une activité autour de la RSE, parce que c'est un sujet qui nous passionne, c'est un sujet qu'on trouve extrêmement mobilisateur et engageant. Et on s'est posé la question effectivement du secteur de l'assurance, et c'est vraiment en travaillant avec Valérie sur Assurance for Good que j'ai vraiment encore plus que dans ma carrière dans un groupe mutualiste, appris à comprendre le mode de fonctionnement justement des acteurs de l'assurance et à quel point ce sujet justement de RSE, de responsabilité sociétale, résonnait vraiment avec leur activité, avec leur ADN. Donc en fait, la passion est venue après, effectivement. D'accord. Mais c'est une profession, enfin tu le sais de toute façon, qui bouge énormément, qui n'est pas du tout aussi figée qu'on pourrait le penser, et où il y a beaucoup de dynamisme, beaucoup de changements et de transformations, donc c'est super intéressant. J'ai toujours pensé que si les assureurs voulaient avoir une image si figée, c'est que c'était volontaire quelque part. Ah, Ils ne voulaient pas qu'on s'intéresse à ça. T'as raison. Donc la boîte, vous l'avez fondée quand? Alors elle est née quand cette... Écoute, début 2020. En fait, on s'est rencontrés début 2020 et puis voilà, on est parti sur ce projet-là. Donc on va dire que ça fait un peu plus de 2 ans. D'accord. Et donc aujourd'hui, votre
je dirais votre cible, ou en tout cas votre typologie d'entreprise pour lesquelles vous bossez en conseil, c'est quel type de structure? Plutôt la distribution et les intermédiaires, vous aviez parlé de courtage. Voilà. C'est plutôt des mutuelles, plutôt des cabinets de courtage, plutôt des assurtech et plutôt des mutuelles. En fait, plutôt des sociétés de taille moyenne et intermédiaire, en fait, plutôt que les grands acteurs du marché qui ont déjà une certaine maturité sur le sujet et puis qui ont des équipes en interne qui commencent vraiment à se staffer. Et alors, j'ai vu, en effet, tu disais Assurtech. Moi, je pensais que Assurtech, les nouvelles sociétés, elles étaient beaucoup plus sensibilisées à ces enjeux-là. Et en fait, non, ou c'est parce qu'ils voient pas tout le panel des choses à aborder en RSE? Très, très sincèrement, déjà, comme tu l'as compris, puisque jusque-là, en fait, la RSE, tu étais peut-être un petit peu moins familier, c'est extrêmement vaste. Donc, à partir de quand on compte le fait qu'une entreprise soit RSE by design ou soit vraiment engagée dans une démarche RSE? Et donc, en fait, on peut avoir le sentiment peut-être que certaines entreprises plus récentes, eh bien, du coup, embarquent tout de suite un business model à impact. Ce n'est pas nécessairement le cas, ce qui ne les empêche pas d'avoir des pratiques RSE et des pratiques liées, par exemple, à la proposition d'offres responsables ou inclusives. Et de la même façon, en fait, les acteurs traditionnels ou qui sont sur le marché depuis plus longtemps font tous de la RSE sans le savoir ou pas. Mais après, si tu veux, tu as beaucoup les acteurs, les assureurs qui, poussés aussi par la réglementation, eh bien, se sont saisis peut-être un petit peu plus en avance que les autres, vraiment d'une démarche et d'une politique RSE structurée à proprement parler. Mais ça ne veut pas dire que tous les autres acteurs n'ont pas mis en place aussi des démarches RSE plus ou moins pilotées et structurées. C'est juste qu'en fait, dans la visibilité, la valorisation, la communication qui en est faite, en fait, il y a des vraies divergences ce qui montre aussi toute l'hétérogénéité des pratiques. Mais il n'y a pas non plus une manière de mettre en place une démarche RSE qui serait un espèce de totem. Et voilà, c'est vraiment... Oui, et puis les assurtech, même si elles ont au départ un business model à impact, je ne sais pas, en adressant par exemple, en couvrant les risques sur un certain type de population qui n'était pas par exemple couvert avant par les assureurs, en s'adressant à un certain segment de marché, ça en fait en effet, comme tu le disais, un business model à impact parce qu'en fait elles ont un rôle social important en couvrant ces populations particulières, mais ça ne veut pas dire qu'elles vont quand même adresser l'ensemble, tu vois, des piliers de la RSE, puisqu'on a vu qu'en fait qu'il y avait différentes, tu peux faire ça et puis en caricaturant continuer à rouler, en venir tous les jours voilà, c'est ça. Donc tu vois, donc après voilà, avoir un business model à impact, c'est pas tout à fait exactement la même chose que mettre en place une démarche RSE qui soit structurée, qui soit pilotée, qui soit suivie, où tu te fixes des objectifs et des ambitions sur l'ensemble des piliers en fait. Et donc vous intervenez sur toutes ces sphères-là. Exactement. Et là où vous voyez le plus de besoins ou d'efforts, c'est quand on vous demande des diagnostics, c'est quoi? Écoute, aujourd'hui, un besoin qui est quand même... Alors, il y a plusieurs besoins qui sont vraiment prépondérants pour nous, je pense. Il y a une réglementation qui est extrêmement complexe, qui est en train de s'intensifier, qui n'est pas toujours lisible, abordable, compréhensible. Donc en fait, on a vraiment des demandes d'accompagnement. Le nouveau reporting réglementaire, aujourd'hui, un certain type d'entreprise est obligé de publier une fois par an un document qui s'appelle une déclaration de performance extra-financière. Comment est-ce qu'on fait pour rédiger ce document? Absolument. Quels indicateurs de pilotage tu suis dans ce document? Donc en fait, on nous demande des accompagnements à la rédaction de cette DPEF. Donc ça, je dirais que c'est un volet qui est important. J'avais envie de citer aussi la formation, parce qu'en fait, il y a un besoin vraiment important de formation dans les entreprises. Et puis, un autre besoin aussi pour lequel on fait appel à nous, c'est vraiment, en fait, je fais pas mal de choses en matière de RSE. J'ai des pratiques à gauche, à droite, sociales, environnementales. Mais aujourd'hui, en fait, j'ai pas ma stratégie. C'est quoi, en fait, quelle est aujourd'hui, en tant qu'acteur de l'assurance, en fait, comment est-ce que vraiment j'ai une stratégie RSE organisée autour de 2-3 axes vraiment d'orientation stratégique importante qui permettent à la fois d'embarquer les collaborateurs, de se fixer des ambitions, des KPI et de se mettre dans cette démarche d'amélioration continue. Donc ça, c'est un besoin vraiment sur lequel on travaille aussi, donc beaucoup plus poser la stratégie RSE. On fait des tas de choses, super. Finalement, la RSE, on n'a pas attendu de mettre un label RSE pour avoir des pratiques qui soient complètement RSE compliant, et bien sûr, et on ne dit absolument pas le contraire. Mais aujourd'hui, comment est-ce que je vais plus loin?
Et donc, il y a effectivement, c'est poussé par la réglementation, mais pas seulement. Il y a un vrai besoin de sens des collaborateurs aussi aujourd'hui en entreprise. Et travailler et embarquer les collaborateurs sur ces sujets-là, c'est vraiment porteur de sens et c'est mobilisateur. Et du coup, ça c'est aussi une autre question qu'on a, c'est comment on anime une démarche RSE, comment on la fait vivre dans le temps. Et je dirais aussi dans les sujets là, qui agitent pas mal la profession, il y a vraiment le sujet de la création des offres d'assurance responsable. C'est quoi une offre d'assurance responsable? Comment on la crée? Et donc là, vraiment injecter, mettre toutes les directions autour de la table, autour de ce sujet-là. Alors, est-ce qu'on crée une offre d'assurance responsable ou est-ce qu'on modifie une offre d'assurance pour la rendre responsable? On peut faire les deux, mon général. Les deux sont possibles. Mais c'est... Comment je peux vous dire ça? Est-ce qu'il y a des offres qui sont pas loin d'être responsables? Il y a quelques ajustements à faire ou en fait le secteur de l'assurance en grande majorité a des offres non responsables et il va falloir faire un gros boulot de transformation. Alors moi je peux accuser tout le monde à vous. Non. En fait c'est juste que là aussi, si tu veux, ce qui est à la fois super intéressant et qui en même temps pose des limites dans la capacité qu'on a à répondre simplement à cette question, c'est quoi une offre responsable? Par exemple, une offre responsable, c'est l'accompagnement, je sais pas moi, le fait de récompenser des comportements responsables de tes assurés en proposant par exemple des tarifs réduits pour des véhicules électriques. Ça peut être une offre responsable. Ça, voilà, tu vois. Mais ça peut être aussi donner accès, et c'est un peu le point que tu soulignais tout à l'heure, donner accès à des offres d'assurance à des populations plus vulnérables, fragilisées, économiquement, socialement, qui sont mal couvertes, et leur donner accès à une couverture, que ce soit d'ailleurs des populations pro ou particuliers. Donc ça aussi c'est une offre. Et puis après voilà, donc il y a plein de manières d'aborder ce sujet-là, et ça peut être du coup soit transformer ces offres en se posant des questions, ce qui est quand même la première étape, c'est de se poser la question, est-ce que notre offre, au-delà de s'adresser, par exemple, de récompenser, et c'est un point qui est important, des comportements qui soient responsables, que ce soit sur la mobilité douce par exemple, comment est-ce que de façon complémentaire à ça, on donne accès aussi à des populations plus éloignées des moyens de mobilité douce, à ces moyens justement pour en profiter. Donc ça aussi, c'est une manière d'exercer sa responsabilité qui est embarquée dans les offres. Donc il y a plein de façons d'aborder ce sujet-là, et là on est très loin d'avoir fait le tour. Et alors, est-ce qu'il existe un label offre responsable? Est-ce que, vous parliez tout à l'heure de réglementation, est-ce qu'il existe quelque chose qui dit, maintenant cette offre elle est dans la catégorie offre responsable, et est-ce que cette réglementation est suffisante? Est-ce qu'il faut aller plus loin selon vous? Alors, déjà, il y a des labels. Il y a des labels pour les produits d'assurance vie épargne. Ça, tu le sais. Hein. Donc là, je pense que là, on ne parle pas de l'assurance vie épargne. Non, parce que ça, c'est les classes d'investissement, les classes d'actifs dans lesquelles sont investis. Exactement. Donc là, il y a un label ISR, par exemple, qui existe. Plus intéressant, en fait, sur la question que je posais, c'est plus intéressant sur le dommage, justement. Exactement. Écoute, à notre connaissance, aujourd'hui, il existe un seul label. D'accord. Un label qui a été créé quand? Il y a 2 ans, je pense. Ouais, peut-être un tout petit peu plus de 2 ans, en tout cas assez récent, par l'Institut de l'économie positive. Voilà. Label positive assurance. D'accord. Qui continue de faire des trucs. Et voilà, exactement. Un label qui aujourd'hui, je crois, a été apposé sur les produits de 3 acteurs. Uniquement en France. Donc c'est quoi, c'est des petites prévoyances d'entrepreneurs? Non, c'est pas ça, parce que pendant un temps, Jacques Attali, il avait fait de la micro-assurance. Non, on a de l'IA aussi, je crois qu'on a de l'habitation. Exactement, il faudrait que je regarde dans le ARD, et puis peut-être un produit de prévoyance, je crois. C'est possible aussi. Il me semble. Et aujourd'hui, il y a Société Générale Assurance, Ex-Aviva, donc Abeille Vie, et puis la Banque Postale, qui ont développé des produits qui répondent au cahier des charges et aux critères qui ont été définis dans le cadre de ce label. Donc tu vois, ça reste encore assez marginal. Oui, Sophie vient de se rendre compte elle était à moitié coupée à chaque fois. Plusieurs fois, en fait, tu regardes et je me dis pourquoi il regarde, on nous a dit de ne pas regarder là-haut. Parce que moi je check, c'est mon côté, je vérifie. C'est bon. Il y avait une question là dans le chat. AXA avait tenté de lancer des offres citoyennes il y a quelques années. C'est quoi les offres citoyennes? Je ne sais pas ce qu'étaient les offres citoyennes. Mais ils avaient testé un truc peut-être plus inclusif. Parce que c'est possible. On part aussi du principe qu'une offre plus inclusive
permettrait donc d'être oui, socialement plus responsable. Oui. Ça veut Mais dire qu'on complètement arrêterait, une façon de si on faire de arrêtait les l'assurance questionnaires, responsable. si on arrêtait les questionnaires dans l'assurance, Bien sûr. alors Ben oui, mais il y a certains assureurs qui ont eu cette initiative-là aussi d'arrêter, notamment des acteurs mutualistes. Alors j'espère que tu vas pas me dire lequel parce que ça me revient plus. Mais non, justement, jusqu'à présent, j'ai jamais posé la question de lequel. Voilà. J'étais très soft avec vous parce que moi j'aime bien. Justement, d'arrêter les questionnaires médicaux, notamment pour des personnes qui avaient eu des maladies longues, ce genre de choses. Donc il y a des initiatives en ce sens de supprimer les questionnaires pour certaines catégories. Mais voilà. Après, encore une fois, c'est ce que je te disais, il y a tellement de façons d'aborder ce sujet de l'offre responsable. Et je crois aujourd'hui qu'on a... Je ne crois pas qu'il y ait un assureur et un acteur de l'assurance qui ait craqué le modèle de l'offre responsable, c'est ça. Je crois que c'est vraiment un sujet, fondamentalement, qui peut être pris de plein de manières différentes. Et un mutualiste ne va pas avoir la même vision et la même approche en se questionnant sur ce sujet-là qu'un assureur traditionnel, qu'un cabinet de courtage. Parce qu'ils n'ont pas non plus les mêmes leviers. Alors, justement, tu vois, ce que je posais la question sur la réglementation, c'est parce que moi, ce que je crains, très honnêtement, c'est que d'ici 1 an ou 2, tout le monde nous sorte une offre sociale, RSE, en disant ça c'est bien, c'est une offre RSE qu'on a fait, en bougeant une virgule dans le contrat, en disant non mais là c'est bon, maintenant on est RSE. Et tu vois, donc c'est pour ça. Ma question c'est de savoir évidemment, est-ce qu'un contrat classique est transformable en contrat RSE? Oui, mais s'il y a beaucoup d'approches différentes, à quel moment on va pouvoir se dire ok, ce contrat est vraiment responsable, ou on a juste bougé un petit module sur la population des 18-19 ans qui habitent autour de Nantes en auto, et que eux, voilà, donc ça fait un contrat responsable. C'est vrai que pour l'instant, la règlement s'intéresse pas forcément à ça du côté des assureurs. Là, pour l'instant, c'est le reporting, c'est la transparence extra-financière. Voilà, donc là, on est plus ça sur qui les va indicateurs. valider l'entreprise et validant l'entreprise pour valider les offres, en fait. Exactement. Après, moi, je crois fort quand même au fait que tu peux pas non plus prendre les gens pour des jambons très longtemps. Et que, si tu veux, il y a un vrai risque de réputation, et que, bien sûr qu'il y a le greenwashing, il existe clairement, il y en aura sur les offres responsables, il y en a probablement déjà, il y en a probablement déjà, il y a pas d'autre point, merci, ou, voilà. Virgule, par exemple, chez, mais pas du tout chez... Mais je veux continuer à penser, en tout cas nous c'est le retour d'expérience qu'on a, qu'aujourd'hui les questionnements ils sont sincères et authentiques. On se pose la question et de plus en plus, et vraiment pour aller plus loin, et justement il n'y a pas de réponse toute faite. Mais effectivement, un acteur de l'assurance ne va pas s'amuser non plus à mettre un label vert, une petite étiquette verte, une petite feuille et un arbre, parce qu'en fait les assurés vont s'en rendre compte. Et donc il y a un vrai sujet aussi par rapport à ça. Après, de plus en plus, clairement, on voit que dans les critères d'achat et de choix d'un assureur, eh bien, le sujet de sa contribution aux enjeux économiques, environnementaux, sociaux actuels, aux grands enjeux de notre époque, devient un critère de choix d'un assureur de plus en plus important. Surtout chez les plus jeunes. Ah, tu as raison, absolument. Il y a eu une étude récemment d'un autre média spécialisé dans l'assureur, on ne dira pas lequel, qui a fait une étude... Non, effectivement, c'était les 18-24 ans particulièrement. Je crois que c'est un tiers d'entre eux qui disent que c'est... Capgemini. Capgemini, russe, et qui explique qu'effectivement, c'est un critère de choix qui monte. Alors, bien sûr qu'on peut... Après, ils sont jeunes, quand ils seront rattrapés par la vie. Non, je pense pas. Je pense que ça devient vraiment de plus en plus, plus important. Je suis aussi intimement convaincu, surtout que c'est un pouvoir... au moment de l'achat, donc ça veut dire que ça ne demande pas à changer une pratique, ça demande juste à aller vers quelque chose de nouveau, donc finalement c'est pas trop compliqué, mais pour toute la société. Après, ce que je vous disais, c'est un peu ma crainte, et pour le coup dans ces cas-là, ce que je ferai, c'est que je vous enverrai les communiqués de presse qu'on recevra, puis je vous dirai alors ça, c'est vraiment RSE ou pas? Ok, moi ça me va bien. Ça c'est bien ça. Et vous me direz à moi, puis après on viendra le dire ici. Alors, la raison aussi de votre venue, vous en avez parlé, donc, on voit bien l'expertise. Maintenant, il y a la formation, parce que il y a cette côté... j'ai mal fait ma phrase, tu vois, moi aussi. On voit bien l'expertise. Merci de me mettre à l'aise. Moi, j'en fais hyper sympa. Quoi. Non, mais je sais pas pourquoi tu t'es arrêté, elle était bonne, la phrase. Moi, je me serais pas... Non, j'allais dire déjà. Oui, déjà, ça marche aussi. Ouais. Oui. Bon, c'est bien. Alors, déjà, la formation, tu couperas. Déjà. Non, j'ai pas compris. Non, on l'arrive pas. Déjà. On dit rien. On dit rien. Je t'ai déjà coupé à l'écran, de toute façon. Oui, en plus, t'es à moitié coupé à l'écran. Non, mais donc on voit bien l'expertise que vous avez. Donc, assez logiquement, et en fait, le lien avec Céronis se fait à ce moment-là, c'est-à-dire que vous allez développer une offre de formation. Vous l'avez dit, hein, donc il y a du conseil, il y a de la formation. La formation, c'est important parce que ça veut dire que
ça va concerner toute l'entreprise. Ouais. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. À un moment, il faut aussi que l'entreprise se mette en mouvement et que soit pas juste une décision d'un chef RSE qui dirait bon bah maintenant on va faire ça et que les autres disent ouais, moi je fais pas ce Et puis tu vois bien en c'est comme le tri chez Ceroni par exemple. Tu vois bien en discutant des offres, si tu as juste une stratégie qui est définie par le DG au plus grand niveau au plus haut niveau de l'entreprise, il y a un moment où il faut que ça descende, que ça infuse, que ça diffuse pour que les métiers, les experts se saisissent du sujet s'ils veulent justement pouvoir commencer à réfléchir à des offres responsables. Exactement. Il faut bien qu'ils fassent le lien entre leur métier, leur contribution, leur rôle d'expert et la stratégie qui a été définie pour l'entreprise. Alors, je charge le PDF, voilà, ça sera plus joli. Et bien tac. Ça. On va faire voir. Ah bah c'est bien, on est juste à côté. Donc voilà, ça c'est votre parcours de formation. Alors si vous voulez le commenter, ce que je fais, c'est que je vous passe la souris. Voilà. Ok. Donc ça c'est l'offre de formation qui sera disponible donc sur la plateforme Annie. Vous connaissez Annie, c'est Amélis qui est venue vous en parler plein de fois. En ce moment il y a la formation Live Solvabilité aussi, il faut s'inscrire, je vous rappelle, je l'avais dit la semaine dernière. Ça sent la délation sur le tri chez Ceroni. Mais oui, complètement. Ouais. C'est incroyable quand même. Je suis le plus vieux de cette entreprise et personne n'est capable de faire un tri correct. Ça m'énerve. Bref, ce message personnel étant passé, je referme cette parenthèse. Je vous rends la parole et la souris. Donc, vous avez cette offre de formation qui va arriver sur Annie. Ouais, on fait le tournage le 15 novembre. Vous faites le tournage le 15 novembre. Avec Pierre, vous avez croisé Pierre. Ici même, voilà. ok, d'accord. C'est Pierre qui vous filmera. Et une fois que vous aurez tourné, vous reviendrez. Quand elle sera dispo et montée, vous reviendrez la commenter, faire une démo, puis vous nous raconterez les coulisses du tournage. Ouais. Si Pierre il est méchant, Pierre il n'est jamais méchant, donc il faudrait qu'il le soit avec vous. Mais voilà, vous nous raconterez les coulisses. Alors, Thierry me dit ça commence déjà par aller chez le coiffeur. Ça n'a rien à voir avec le tri, Thierry. Ça n'a rien à voir. En plus, ma mèche est absolument parfaite. Allez, on reprend parce qu'ils vont me faire perdre le fil. Donc du coup, l'idée au départ, c'est de proposer une formation fondamentale de la RSE pour les cabinets de courtage. Donc déjà, le premier point, c'est qu'on a vraiment voulu recontextualiser déjà ce qu'était la RSE pour un cabinet de courtage par rapport au métier, d'accord, des courtiers. Ok, donc ensuite, objectif, former 100% des collaborateurs, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est vraiment hyper important que tout le monde parle le même langage, qu'il y ait une culture commune qui soit partagée, des objectifs qui soient partagés, voilà, tout le monde comprend de quoi on parle. Formation d'1 heure, découpée en modules, des petits modules de 12 minutes. Non, pas du tout. 12 modules de 4 à 8 minutes. Voilà, pour que en fait, cette formation puisse être suivie. Donc, après, on parlera de la technique par tout le monde, y compris des formations, des métiers qui ont un peu plus de mal à libérer du temps, par exemple sur les plateformes de gestion ou les commerciaux. C'est-à-dire en fait des modules très courts. Et donc comme ça, sur ton téléphone, sur ton ordinateur, tu fais un module, tu le valides, mais tu as juste besoin de 4 à 8 minutes du coup pour valider ton petit module. Et tu peux séquencer ta formation et l'organiser comme tu le... en fonction de tes contraintes. Quand ça ne vienne complètement perturber l'activité du service ou de la plateforme, si on parle de gestionnaire. C'était vraiment sur la formation, c'est vraiment... un produit qui n'existait pas jusque-là. Et donc, cette capacité à nous adapter à tous les métiers dans l'entreprise, c'est vraiment une grande force du coup que nous apporte le partenariat là, avec Annie. Oui, alors, donc on a déjà présenté Annie ici, c'est qu'en plus, c'est disponible aussi sur iPhone, iPad, sur les tablettes. Exactement. C'est hyper interactif, hyper vivant. Voilà. Alors, j'ai chargé la page Annie, je vais la montrer, mais je crois que je me suis connecté. Ouais. Non. Ah non, je ne suis pas connecté. Parce qu'en fait, là, ici, j'ai un gros panneau rouge qui me dit, ici, là. C'est ça qui me dit, vous n'avez pas fini votre formation. Donc, je ne me connecte pas trop. Comme ça, Sabine ne le voit pas. Je reviens sur votre plaquette. Voilà. Du coup, elle sera même disponible en français et en anglais. Vous la faites en anglais aussi. Exactement, en anglais. Parce que, si tu veux, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que notre ambition, c'est 100% des collaborateurs. Et on veut que chaque collaborateur, en sortie de cette formation, il sente de la manière dont en fait il se sente déjà comme un citoyen averti, parce qu'on revient sur les grands enjeux du 21e siècle, mais on va en parler peut-être juste après. En tant que collaborateur, membre d'une organisation, il voit de quelle manière l'entreprise, et c'est ce que tu mentionnais tout à l'heure,
eh bien, par rapport à ses bâtiments, par rapport au développement humain, etc., eh bien, peut exercer sa responsabilité sociétale. Et en tant qu'expert métier également, eh bien, comment est-ce que lui peut agir et contribuer à la responsabilité sociétale du cabinet de courtage pour lequel il travaille. Donc, si tu veux, on a vraiment fait notre maximum, et c'est pour ça que c'est en français et en anglais, pour que 100% des collaborateurs eh bien, puissent être formés. Parce qu'une démarche RSE, et tu le mentionnais très bien, qui est juste portée par le top management, alors c'est super déjà qu'elle soit portée par le top management, mais elle ne peut pas rester au niveau en fait, du comité de direction. C'est un sujet de transformation culturelle, la RSE. Donc si tu veux, si ça ne se diffuse pas auprès de l'ensemble des collaborateurs, c'est leur sujet à eux au quotidien. Et justement, qu'ils soient capables de faire le lien entre le tri qu'on me demande de faire à la cafétéria, la stratégie d'investissement socialement responsable de l'entreprise pour laquelle je travaille, et puis surtout, par exemple, le fait qu'on me demande de travailler sur des offres responsables, de quelle manière moi, quand je travaille sur une plateforme de gestion ou de relations clients, que j'ai des assurés au téléphone, et bien comment est-ce que je contribue moi aussi à la stratégie RSE de l'entreprise, et comment est-ce que tout ça est bien un seul et même sujet qui s'appelle la responsabilité sociétale de l'entreprise et qui est bien au service du développement économique de l'entreprise. Et grâce à la technique de Céroni, ce qu'on propose, c'est un 13e module personnalisable par l'entreprise. Et donc, en fait, le porteur, le sponsor du projet peut venir ici même, faire un mini-tournage de 4-5 minutes, un module complémentaire pour justement expliquer à ses collaborateurs, donc le DG, le responsable RSE, le sponsor RSE, le DRH, venir expliquer aux collaborateurs pourquoi cette formation est importante et comment elle se raccroche à la stratégie qui a été mise en place dans l'entreprise. Donc c'est une opportunité aussi pour eux de communiquer. Ce serait quasiment le premier module à faire. Oui, alors ça peut être le premier. C'est à ce moment-là quand même que tu impliques tout le monde en disant voilà, c'est pas forcément le chef qui vous parle, en tout cas c'est le chef, mais l'être humain aussi, pour vous dire voilà, on va faire de la RSE, chez nous ça va se passer comme ça. Et exactement. Alors, donc c'est peut-être le premier, c'est pas forcément le 13e module, en fait tu as raison, c'est le module 0. Pour moi, bien avant les autres. Pour moi, ce serait le premier. Pour inviter à prendre. À voir, parce qu'après quand c'est le chef qui dit, forcément il y a aussi ceux qui sont réfractaires au message du chef, enfin tu vois, donc il y a plein ça va dépendre beaucoup des entreprises. Et ma question c'était aussi, il n'y a pas de formation pour les chefs, pour les DG ou pour ceux qui doivent impulser ces politiques. Est-ce que vous les sentez tous? Parce que, alors là, parenthèse très personnelle une nouvelle fois, je le dis, mais dans le courtage, parfois il y a des gens qui sont d'un certain âge qui n'ont pas du tout ces enjeux-là en tête ou qui les ont sous la forme de la contrainte ou de l'aspect purement marketing en disant je vais mettre un label et je vendrai mieux. Donc comment, pour ces gens-là, vous allez aussi arriver à faire changer les mentalités? Écoute, alors déjà... non, après bon... pas de nom. Moi j'ai pas dit. Mais on fait des formations. On fait des formations complètement. Pour les COMEX. On fait des formations pour les COMEX, on fait des formations pour les comités RSE, on a des formations aussi qui sont peut-être un tout petit peu plus techniques pour justement des fonctions de directeur, directrice. Après, j'ai un regard un tout petit peu plus nuancé. Je crois vraiment qu'il y a une prise de conscience qui est partagée sur le fait qu'il faille accélérer sur ces sujets de RSE, mais sans pour autant que, par exemple, les directions se disent toujours qu'elles-mêmes doivent passer par l'étape de formation. Après, dans 100% pour les collaborateurs, nous, on espère vraiment que tout le monde, ne serait-ce que pour un souci d'exemplarité vis-à-vis de l'ensemble de ses collaborateurs, voilà, pour donner envie de dire, voilà, moi je l'ai fait, c'est intéressant, et voilà en fait pourquoi est-ce qu'il faut que vous fassiez cette formation. Donc l'idée, c'est vraiment, on s'est adressé à tous les publics de l'entreprise. En tout cas, c'est vraiment l'ambition qu'on a avec cette formation. Donc, tu veux qu'on donne le programme? Oui, le programme. Deux, trois infos sur le programme quand même. Ouais, il est en dessous. Tu mets sur la gauche. Ouais. Je maîtrise, tu sais, je roule la molette. Ouais, mais c'est très bien fait. 3 grandes parties, c'est bien. Je vous invite très souvent, vous êtes sympas. Les autres, ils sont désagréables là, dans le chat. Mais Thierry, il défend toujours le courtage. Écoute, en tout cas, dès 2023, mais là, on aura déjà un autre module de formation qui sera sur les éco-gestes en entreprise. Donc voilà. On l'offrira à Céroni. Voilà, exactement. Il sera en accès libre pour Céroni pour sensibiliser tout le monde au tri. Alors, c'est quasiment sûr que de toute façon, on va avoir cette formation à faire. Je sais que Seb va nous la faire tester, donc c'est quasiment évident. Bon. Je vous l'annonce chez Céroni, vous le savez maintenant. C'est toi le responsable RSE de Céroni, peut-être? Non, je suis déjà responsable de trop de choses, moi, ici. Enfin, de rien, mais ça m'arrange comme ça. Ok, donc 3 grandes parties. Ouais, Florian nous a retrouvés, je vais essayer de mettre le lien là, mais il nous a retrouvé l'assurance citoyenne d'AXA. Ok, donc 3 grandes parties pour notre formation. Une première
grande partie sur les concepts clés de la RSE et les leviers que les acteurs de l'assurance peuvent activer dans leur rôle d'acteurs responsables. Donc il y a une mise en perspective globale, sectorielle, et c'est là où on aborde donc la réglementation et les référentiels qui viennent encadrer la RSE. Une seconde partie, donc on en a parlé tout à l'heure, sur la RSE des cabinets de courtage en tant qu'entreprise, c'est-à-dire quel rôle pour la gouvernance, comment est-ce que tu développes le capital humain, qu'est-ce que tu peux faire pour l'environnement en tant qu'entreprise, et quel est le rôle des cabinets de courtage dans la société. Okay. Et une troisième grande partie qui s'adresse donc à l'expertise métier, donc la RSE des cabinets de courtage dans leur métier sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Et là, en fait, on aborde le marketing des offres, la souscription, la gestion de la relation client, la gestion des sinistres et la communication. Donc là, c'est vraiment les experts métiers. Comment dans ton métier tu peux faire de la RSE. Et vous mettez tout ce programme dans les 12 modules Exactement. Absolument. Exactement. Mais on parle hyper vite. C'est clair. Non, on parle... Non, ça passe. Oui, j'imagine que ça passe avec des supports en plus qui sont toujours disponibles après. Exactement. Possibilité de télécharger les scripts, télécharger les slides, d'envoyer des questions. Très bien. Dans le chat, il n'y a pas de questions. Je vous lis quand même ce commentaire. Entre le tri et les autres désagréables, tu vas prendre cher en remontant. C'est vrai, évidemment. Voilà. Mais tu peux aussi rester ici. On m'a mis responsable de la mauvaise humeur. Donc... Il y a un règlement de compte là qui n'est pas très... Je les connais, c'est de la jalousie. Je vous remercie beaucoup pour cette première présentation. Donc, tournage merci à toi, le 15 vraiment. novembre. C'est un jeudi ? Non, c'est pas un jeudi. C'est un mardi. Ouais. Bon, je prendrai des photos puis je les mettrai dans le. Eh ben génial, avec plaisir. Avec plaisir. Jeudi 17. Oh, jeudi 17. Remarque, je suis très occupé. Ce sera peut-être la semaine suivante. Okay. On a les triplettes. Mais tu nous réinvites quand tu veux. Merci beaucoup pour la présentation. Et puis. Avec plaisir. Merci à toi. Il faudra quand même qu'on teste les premiers produits qui seront un peu. Sous couverture RSE. Carrément. Ah oui, avec plaisir. On prend date. Avec plaisir. On n'a pas le temps de montrer les offres AXA citoyennes. Je pense qu'on les regarde. On les retrouvera. Ouais, vous les retrouverez. Elles sont dans le chat ou sinon je vous enverrai le lien et puis on décryptera ça. En tout cas, merci beaucoup pour la présentation. Merci à toi. Avec plaisir. Et il y a eu des commentaires dès le départ qui disaient que c'était très clair. Donc pour une fois, la RSE, ça peut être très clair. Génial. Et la formation, on l'espère. À partir de janvier, c'est ça ? À partir du 1er décembre, après, dès que les équipes ont fini de monter. Début décembre. Ouais. Ouais, peut-être. Je te laisse remonter en première. J'y vais alors. 1er décembre, je pense qu'on est bon. Hein. Enfin, en tout cas, c'est ce qui nous a été vendu. Ah bah c'est sans doute. Si Seb a dit, alors c'est lui le chef. Hein, donc si Sébastien a dit. Merci à toi, Benoît. En tout cas, merci. Avec pour les éclairages. Avec grand plaisir. Merci. On va essayer de ressortir sans rien casser. Ouais, non, allez-y. Tranquillement. C'est comme une chambre. Ça me permettra de passer dans le champ une fois. Non, mais tu as été. Et merci à toutes les deux pour la présentation. Avec plaisir. À très bientôt. Hop, on refait le point, je suis revenu au milieu. Et ben, c'était formidable. Donc, c'était Sophie, l'actionnaire, Valérie Loisillon, Assurance for Good. Assurance for Good, je vous le tape tout de suite dans le chat. Si vous ne voyez pas le chat parce que vous êtes en replay, et ben, vous tapez Assurance for Good dans Google et puis vous trouverez un petit peu. Hein, ce sera plus facile. J'ai fait une faute, je vais le taper mieux. Tac, et voilà, c'est arrivé. Bon, et ben, écoutez, ça c'était très intéressant. Et ben, c'était très bien cette page RSE. Nous, on en parle de la RSE plutôt mal. Moi, j'avoue, je connais mal le sujet. À chaque fois, j'ai l'impression de me faire enfumer. En plus, on a parlé énormément d'investissement. On en a parlé dans la lettre de l'assurance la semaine dernière. Je vais essayer de vous la retrouver, enfin, de dater de lundi. Dans la lettre, on en parlait parce qu'il y avait cette fameuse sortie de Bruno Le Maire sur le climat, Climate Finance Day, je crois que c'était ça, voilà. Et donc, est-ce que les assureurs en font assez ? Quand on demande aux assureurs, ils disent que oui, quand on demande à la CPR, ils disent que non. Donc ça, c'était très amusant, forcément, on en a parlé dans la lettre. Ça prouve aussi qu'il y a du boulot, ça prouve aussi que toutes les structures sont concernées, petites, moyennes et grandes, et si les grandes sont bien équipées, petites et moyennes, attention à ne pas se faire avoir. Un jour, donc, elles auront... alors, je dis les entreprises risqueraient d'avoir quelques soucis, les amis. Alors, je ne suis pas connecté, je ne vais pas vous montrer une page de non-connexion. Je vais attendre que mon bon Guillaume me rejoigne pour vous parler, évidemment, d'un sujet
qui le passionne et qui vous passionne également, l'asset management. Et justement, je pense qu'on va rebondir un petit peu sur tout ça avec Guillaume juste après. Faites voir que je vous montre la lettre. J'ai retrouvé mon... C'est top, hein. J'ai retrouvé le Stream Deck là. C'est confort. Ultra confort. Tac, tac, la lettre de la science. Et qu'est-ce qu'il y avait en une? Regarde. Paf. Très fier en plus. Très très fier du titre. Hein. Salut Guillaume. Salut Vas-y, viens. T'as dit 3 fois mon nom, du coup j'apparais. Ouais, c'est clair. C'est comme Beetlejuice. Exactement. Je veux dire, le pouf là. Alors... Elles étaient très bien, j'ai Elles vu les étaient trop commentaires. bien. C'était clair. Écoute, vous parlez RSE pour une fois où je comprends quelque chose qu'on n'essaie pas de te vendre. Un truc qu'on n'essaie pas de te vendre. Ouais, c'est clair. Un truc fumeux, quoi. C'était parfait. Ouais. Voilà. Ouais, sévère car pas assez sévère. Très bon titre qu'on a Oui. fait avec Thierry, pour le coup. C'était Thierry C'est vrai. jeudi dernier. Et en effet, ça parle de ça. Ça parle d'investissement. Oui, mais si on fait de gros efforts, et qu'en fait, non, pas du tout. Ouais. Pas du tout assez gros. Alors, comment vas-tu déjà? Ça va bien, et toi? Ça va. T'étais venu en poste cap ou pas? En quoi? En poste tournage. Chose confidentielle. Non, C'est pas vrai du tout. J'étais arrivé beaucoup trop tard, souviens-toi. Non, alors, il y avait le jour du tournage, et depuis, parce que nous, on avait montré une photo de toi. C'est pas vrai. Ouais, si. Sur le live Twitch? Sur le live Twitch. Bah, moi, je veux la voir. Elle est où? Ah, je sais plus, je crois Ça a que l'air incroyable. je l'ai retiré. Ah, non, mais c'est vraiment... Est-ce que ça je l'ai impliquait retiré tout à l'heure. une basket Non, éclatée? Non, en bon état. C'était toi, c'était la première quand t'étais tout équipé là. Ouais. Ok, d'accord. Méga beau gosse. Je vois absolument pas de quoi tu parles. Alors, toi, t'es venu parler de choses sérieuses. Et oui. Alors moi, je fais vraiment des transitions pas sérieuses et les gens viennent parler avec moi de choses sérieuses. Et en fait, on va, à part pour le premier sujet qu'on va aborder, en fait, on va presque boucler la boucle at some point par rapport à nos invités d'avant. Et ça, c'est fort. Ça, Ouais. c'est parce que toi, tu prépares bien cette émission. De quoi on parle en premier? Bah écoute, en ce moment, quand même, la grosse actu dans la gestion d'actifs, et pas que, bah, c'est évidemment les publications des résultats trimestriels de pas mal d'entreprises. T'as mis- Et les assureurs, les gestionnaires d'actifs, les banques, tout le monde y passe. Et du coup, alors moi je vais pas vous faire le topo de chaque asset manager, ce qui leur arrive, parce que ça risquerait d'être très long et d'avoir beaucoup de chiffres. Non, et puis ça veut dire que tout est disponible sur News Asset Pro de toute façon. Et surtout, il y a tout sur le DCS Pro, et comme on le fait à chaque fois, avec des jolies infographies, C'est plein clair. de couleurs interactives et tout. Donc J'ai très hâte de voir ça la... rend la chose un peu plus... Vous la voyez pas encore, Un mais peu moi j'ai sympa. l'image là sous les yeux. J'ai Mm. hâte de scroller pour voir la légende. Ouais, en tout cas, le gros asset manager français qui a ouvert le bal, c'était la semaine dernière, Amundi. En tout cas, bon, moi je vais parler un peu en globalisant, on va dire pour l'instant les gros français qu'on a eu dans la gestion d'actifs qui ont publié, c'est donc Amundi, AXA IM, c'était hier soir, BNP Paribas ce matin. Demain ce sera au tour de Société Générale, bon, qui a quasiment plus de gestion d'actifs, avec les petites activités qui est plus dans la banque privée maintenant, depuis qu'il a cédé l'Ixor à Amundi justement. Mais en tout cas, si on synthétise un petit peu les grandes tendances, ce qu'on peut voir, c'est que le troisième trimestre a été plutôt pas mal sur le point de vue de la collecte pour certains acteurs. Typiquement, BNP Paribas, plus de 5 milliards de collecte au troisième trimestre, quand on sait le contexte de marché c'est clair. et un peu la frilosité des investisseurs. C'est quand même quelque chose. AXA IM pareil, 4 milliards à peu près uniquement pour le compte de tiers en plus, c'est même pas l'assureur qui abonde son gestionnaire. Et non, alors, petite parenthèse en effet, parce que l'assureur, dans ses résultats trimestriels, montre que lui, l'assurance vie, il s'en désengage officiellement, ça marche pas top. Ouais. Je pense que c'est là pour le coup contexte de marché parce que les gens épargnent moins. Et par contre, les gestionnaires, ils ont des investisseurs institutionnels qui ont des sommes à investir. Et ça, bizarrement, tu sens pas encore l'effet crise chez les assets. Ouais, ça dépend vraiment des classes d'actifs et des acteurs en fait. C'est assez mitigé selon les. C'est vraiment c'est en fonction des spécialités, des marchés sur lesquels ils investissent. Et effectivement du profil d'investisseur. Tu as des instituts effectivement qui en profitent maintenant pour se repositionner. Il y en a plusieurs qui nous avaient dit ça.
sur tout ce qui est obligations, taux longs, parce qu'ils se disent, voilà, les taux ont tellement monté, on a encore vu la Fed hier soir, la BCE la semaine 2,80 dernière. en fin de mois. Ouais. Le OAT 10 ans en français, 2,80 en fin de mois octobre, quoi. C'était hallucinant, il flirtait avec les 3, quoi. Il a même touché les 3 à un moment dans le mois. Donc, on n'a plus l'habitude. Donc en tout cas il y a ça qui se passe, mais en parallèle tu as aussi eu beaucoup de retraits en fait sur les fonds monétaires chez pas mal d'asset managers ces derniers mois, parce que c'est ce qui rapporte pas grand chose, et justement quand tu as un petit peu d'appétit pour reprendre un petit peu d'actifs risqués, généralement tu prends ça du côté du monétaire et tu bascules sur d'autres actifs privés, actions si vraiment on n'a pas froid aux yeux aujourd'hui, obligations pareil. En tout cas, la rotation va se faire, va se poursuivre les prochains mois a priori. Mais quand même, autant AXA IM et BNP Paribas ça a plutôt bien marché en termes de collecte, autant Amundi pas du tout au troisième trimestre. Ils sont quasiment à 13 milliards en moins. Tu veux que je montre ? Tu veux faire un petit... ouais, vas-y, montre-le. C'est toi qui dis. On y est, allez go. Allez. Oh, la collecte qui finit par boire à l'intérieur. Et ils avaient bien résisté au premier semestre, quand même, on ne peut pas leur enlever. Mais là, c'est vrai que voilà, c'est arrivé. Alors là aussi, comme je disais à l'instant, c'est quand même principalement les produits monétaires qui ont décollecté. Tout ce qui est ce qu'eux appellent, et beaucoup de managers appellent, les solutions moyen-long terme, donc tout ce qui est placement long, comme le nom l'indique. Là, ça a collecté, par contre, ça a compensé un petit peu le retrait sur le monétaire. On peut se balader un petit peu sur le papier, pas pour le lire en détail bien sûr, mais voir notre petite marée basse. Oui, la collecte, on voit la différence. Voilà, ça c'est l'évolution de la collecte nette depuis début 2021. Donc ça avait tenu bon, ça avait été excellent là, mais il y avait aussi des effets de transfert, de périmètre. D'accord. Et là, ça redescend. En tout cas, c'est imputable beaucoup au retrait, à un marché frileux sur le court terme. En fait, c'est ça. Sur toutes les classes d'actifs, en fait, ça dépend. D'accord. C'est vraiment en fonction des profils, des solutions que recherchent les investisseurs, effectivement plutôt retail ou institutionnel. À ce niveau-là, Eux, ils l'expliquent comment ça, est-ce qu'ils s'en inquiètent? Non, ils gardent un message. Non, Valérie Baudson, elle est quand même restée dans la conf call à laquelle on a assisté. Elle semble sereine. Elle dit voilà, elle continue à vanter la robustesse du modèle Amundi, justement pour le côté diversifié, parce qu'il y a quand même beaucoup d'activités, beaucoup de classes d'actifs différentes. Et des futurs relais de croissance. Bon, en même temps, c'est son boulot de dire que les choses sont sous contrôle quand on a des résultats un petit peu moins bons que les précédents à faire valoir. En parlant de résultats d'ailleurs, même s'il y a de la décollecte, c'est pas le seul indicateur qu'il faut regarder, puisque par exemple en termes de résultats financiers, donc vraiment de bénéfices nets, ça va. On est à on est à quoi sur le T3? On est à 261 millions d'euros de bénéfices nets du groupe d'Amundi. Qui est en hausse de 16% par rapport aux 3 mois précédents sur le T3. Donc il n'y a pas péril dans la demeure à ce niveau-là, notamment en raison des synergies de coûts et également du mix produit. C'est-à-dire que ce qui a finalement pas si mal marché chez Amundi, c'était des produits qui étaient assez margés, avec des commissions intéressantes, et ce qui a moins marché n'était pas forcément ce qui rapportait le plus. D'accord. Il y a un transfert il y a un mix. Ils sont en train de transformer le mix produit aussi, peut-être. C'est une volonté stratégique ou... Alors, à long terme, c'est vrai qu'Amundi a présenté ses ambitions, je crois, à horizon 2024-25 il y a quelques temps. La diversification, bien sûr, notamment dans les actifs privés. Qui connaissent un fort regain d'intérêt en ce moment. Alors on ne sait pas si c'est vraiment le bon timing, notamment pour tout ce qui est private equity, parce que on sait que les valorisations, notamment dans private equity, dans tout ce qui est non coté, ça corrige plutôt après les marchés cotés. C'est clair. Donc cette année, on est en correction sur les marchés cotés, donc à un moment, il faudra que ça s'ajuste. Normalement, ça veut dire que l'année prochaine, ça devrait... Ouais, mais alors après, est-ce qu'ils misent sur un effet... tout va changer, enfin tu vois. Ouais, puis c'est moins volatile de toute façon, forcément, on n'est pas en valorisation quotidienne. Donc on verra. En tout cas, il y a une chose qui est assez constante sur les trois que j'ai cités, que ce soit BNP, Amundi et AXA, je suis pas sûr, actually. On va dire plutôt BNP et Amundi. C'est que même quand il y a de la collecte, dans le cas de BNP, les actifs sous gestion ils baissent parce que l'effet marché. Et on peut pas contrebalancer tout ça. Donc là, on a par exemple l'évolution des actifs sous gestion d'Amundi, pareil, depuis quasiment 2 ans.
Voilà, on était à plus de 2000 milliards. Là, on voit que depuis quelques trimestres, on redescend gentiment, là, sous les 1 milliard 900 millions. Non. Sur les 1900 milliards, plutôt, ouais, voilà, on va y clair. arriver. J'ai arrêté avec les chiffres, là, j'en ai déjà donné beaucoup non, trop. Les chiffres sont voilà. C'est vrai que ce sont des chiffres hallucinants dans la gestion d'actifs, et Amundi étant un géant du secteur. Ouais. Donc ça, c'est le cas Amundi. AXA IM, un papier de Florian qui nous a sorti tout à l'heure, avec... Ah oui, un très bon titre. Très bon jeu de mots, c'est parce que Florian, c'est son petit côté News Assurance Pro, il te met du tiers payant quand même dans le titre. On rabiboche l'assurance et la gestion d'actifs. Donc voilà, 18 milliards sur la gestion pour le compte de tiers de collecte depuis le début de l'année. Ça va bien chez AXA IM sur ce volet-là. Et toi, tu as suivi d'ailleurs la confrontée assurance, donc je ne sais pas si c'est pareil de votre côté. Côté assurance, alors très clairement, ce qui est très amusant, c'est que j'ai fait un exercice que je fais rarement dans l'article qui sortira demain dans la lettre, c'est que j'ai pris les résultats. AXA ne publie pas en T3 sur la valeur du T3, mais sur la valeur des 9 mois. Ah ouais. Donc en gros, tu as une évolution annuelle. Ils disent, par rapport à l'année dernière, sur 9 mois, on fait ça. Si tu prends le T3 particulièrement, tu vois qu'en fait, les évolutions sont un peu plus marquées que ce qu'ils avaient dit et envisagé, mais pareil, c'est toujours très rassurant, le modèle est de toute façon solide quoi qu'il arrive, et rien n'est risqué. Mais j'ai trouvé que ça décollectait très fort en vie. Particulièrement en France où on est à moins 13% en collecte vie fonds euro, ça je peux comprendre parce que le fonds général, voilà, et en moins 12% en UC. Ah ouais, sur et sur l'UC ça va fort. Je pense que les soubresauts sur les marchés financiers freinent aussi la collecte. Les chiffres de l'assurance vie montrent qu'il n'y a que le PER en fait, il y a que le PER qui permet de ramener de l'argent dans l'assurance vie, donc des transferts assurance vie vers le PER. Donc c'est vrai que je pense que la collecte assurance vie en France, elle est tendue. Il y a de l'inflation, enfin c'est structurel, enfin je veux dire, c'est comme ça. Aujourd'hui, il y a de l'inflation, il y a des difficultés de rendement, il y a des incertitudes sur la qualité des rendements à venir, donc je pense que c'est compliqué. Quand tu leur dis, bah ouais, mais l'OAT à 2,83, ça vous intéresse pas, ils te disent non, mais c'est bien pour faire l'euro-croissance. C'est-à-dire, on vise horizon 10 ans, on prend l'argent, on mettra tout ça, on le pilotera finalement un peu comme on veut, et on garantira le capital plus 3%, les 3% annuels à la fin au client. Donc on va sans doute voir ressortir je pense, dans l'assurance des contrats euro-croissance qui n'étaient pas possibles du fait des taux trop bas sur le fonds euro, en fait. Donc ça va être assez amusant. Mais sinon, sur l'activité assurance, ça va... Dans le comeback de l'euro-croissance. Oui, exactement. Ouais. Je pense que j'y crois. J'ai envoyé plein de messages là pour ma lune et je pense que je vais avoir j'en ai déjà quelques pistes, donc je pense que l'euro-croissance va revenir. Ouais. Qu'est-ce qu'il nous écrit, Thierry Goubide ? Thierry Goubide a dit Guillermo Agassi. Ça, c'était du temps quand on parlait de tennis. Là, maintenant, il suit plus. On est passé à autre chose. Il est revenu travailler. Et je remercie Lise Petitjean qui nous a mis le lien, qui travaille. J'ai compris que Lise travaillait avec Valérie et Sophie, et qui a mis le lien vers Assurance for Good, beaucoup mieux que ce que j'ai fait moi. Voilà. Que ta tentative qui avait le mérite d'exister néanmoins. Je sais même pas ce que j'ai écrit d'ailleurs, j'avais écrit un truc tout pété. Assurance for Good, ah ouais d'accord, j'ai fait vraiment un service minimum. J'ai fait du mi-français, mi-anglais. Ah c'est clair. On termine avec BNP. Oui. J'avais envie de mettre un bel oiseau, je sais pas ce que c'est, Florian doit savoir, vu qu'il connaît tout le bestiaire. Je pense que c'est une corneille. Ouais, non, clairement. mais non, ça va peut-être un corbeau, un albatros, un aigle des mers. Who knows. En tout cas, pour moi, c'est la banque privée de BNP Paribas qui cherche ses copains de l'asset management de chez BNP Paribas. Exact. Scroll un petit peu pour voir. C'est excellent. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle encore cette... ils sont où mes copains de l'asset et je les vois plus. C'est pas méchant, ça va. Florian nous dit une Stern peut-être. Peut-être parce qu'il y connaît rien en fait et qu'il fait genre à chaque fois comme personne ne peut le contester. Merci Florian. C'est juste qu'en fait, la gestion d'actifs chez BNP le trimestre dernier, ça n'a pas été aussi éclatant que la banque privée sur des indicateurs comme la collecte, on y revient, mais également le bénéfice avant impôt. Mais en vrai, c'était loin d'être la catastrophe côté asset. Donc on peut le regarder par exemple. Alors je vous passe les résultats groupe, etc. T'as traité aussi les résultats groupe ? Ouais, rapidement, écoute. Tu fais ça va faire la petite collecte, la toute petite collecte, tout par l'épaule et tout. Donc là, on voit qu'effectivement la collecte, alors c'est la toute dernière barre là, pour le... L'infime. Déjà, on voit l'assurance qui était effectivement en décollecte de 200 millions, hein, tu l'as mentionné. Wealth Management, la gestion privée, boum, 4,2 milliards
de collecte, donc finalement la quasi-totalité de la collecte sur le trimestre. Il n'y a pas de secret. La gestion d'actifs toute seule, c'était 800 millions, quand même, hein, mais bon, on n'est pas dans les mêmes ordres de grandeur sur ce coup-là. Tout ce qui est immobilier et Principal Investment, qui est une autre activité pour l'instant en cours de lancement depuis quelques années, mais qui en tout cas en termes de collecte met logiquement un peu plus de temps à s'installer. Voilà, on voit très clairement que c'est la banque privée qui a dominé en termes d'attractivité auprès des clients pour amener des nouveaux encours. On peut faire le petit topo sur les actifs sous gestion, comme chez Amundi, hein, c'est monté jusqu'à fin de l'année, c'est redescendu. Ouais. La répartition, comme ça on voit un peu qui pèse quoi chez BNP, donc le Wealth Management mal, quand même 35%. 21 c'est l'assurance, hein, 21-27. Ouais, et 21-27 c'est l'assurance. Donc voilà, décryptage avec un zoom là-dessus, parce qu'il y a beaucoup de choses dans les résultats de ces gros banques assureurs, donc nous voilà, on choisit toujours de faire un focus sur les métiers de la gestion de patrimoine et d'actifs. N'hésitez surtout pas à y jeter un œil. Ouais, c'est clair, mais surtout que tu t'es tapé quand même un gros papier et beaucoup d'infographies maritimes. Oui, tout à fait. Maritime. La suite de ton sujet, c'était une transition bien trouvée, tu m'avais dit. Ouais, tout à fait. Bah écoute, puisqu'avant, on a pas mal parlé de ESG avec tes deux précédentes invitées. Et tu as aussi rappelé le Paris Climate Finance Day de la semaine dernière. C'est vrai, je l'ai rappelé. Ouais, bah t'as eu raison, hein, ça fait une transition toute trouvée. Parce que c'est vrai que la COP 27, elle commence ce dimanche, sauf erreur de ma part, à Sharm el-Sheikh. Ouais. Et du coup... Voilà, ça foisonne, en tout cas dans la gestion d'actifs, beaucoup de monde y va de son communiqué, de son étude sur où on en est en termes de progrès ESG pour le climat, etc. On est super. Tout n'est pas si... non, mais à les écouter, c'est toujours super. Hein. C'est toujours super, quoi qu'il arrive. Et bah typiquement, tu fais bien d'ouvrir par ce papier de Florian de la semaine dernière. J'ai suivi ton ordre de lien. C'est vrai. Bah, je te fais confiance. Hein. Bah, Florian qui avait assisté à une conférence chez BNY Mellon, où l'une de leurs expertes... C'est le déjeuner en anglais, c'est ça? Exactly, Christina Church. Putain. Florian, il a tout compris, il a tout réécouté, il nous a fait un papier aux petits oignons. Et donc, bah, tout est dans le titre, hein. Il va falloir trouver 100 000 milliards de dollars d'ici 2050 à investir pour la transition climatique. Impossible, penses-tu ? Mais non, pas du tout, attends. Non, c'était vraiment intéressant l'article que Florian a fait sur cette conférence, puisque on y apprend qu'au final, ça peut paraître énorme cette somme que je viens d'évoquer, mais au final, c'est que 20% des investissements mondiaux qui sont estimés sur les 30 prochaines années, tout secteur confondu, quoi qu'il se passe, on estime que les investissements mondiaux, que ce soit de l'infrastructure, du développement, de l'entreprise, vraiment peu importe, ce sera à peu près ça. Donc, c'est atteignable, du moins, du point de vue de Christina Church de BNY Mellon. Et elle nous explique pourquoi, quel pays et quelle région ont le plus à faire. Les 100 000 milliards de dollars représentent l'équivalent de 20% des investissements mondiaux. Donc, on estime que c'est à 500 000 milliards de dollars ce que tout le monde va investir pour... Ouais, au total. Globalement, hors sur climat, 30 ans. Sur 30 ans en plus. Donc voilà, on y consacre 20% en fléchant bien les investissements vers les entreprises ou les solutions, les prestations qui permettent d'aller vers la transition, et ça devrait le faire selon cette étude. 100 000, je reprends juste cette citation, 100 000 milliards de dollars représentant l'équivalent de 20% des investissements mondiaux sur les 30 prochaines années, soit environ 3% du PIB mondial cumulé. C'est un objectif atteignable. Mais oui, on est large, écoute. C'est dingue. Donc voilà, Florent qui nous a régalé avec des petites infographies pour voir un peu où doivent se répartir ces investissements pour atteindre... Alors oui, j'ai pas précisé, tout ça c'est pour atteindre le net zéro en 2050. Pour arriver au net zéro en 2050, il faut donc mettre 100 000 milliards sur la table et en envoyer 23,8... Enfin, il faut que la Chine investisse 23,8 milliards. Ouais, c'est facile pour le pourcentage. Donc 23,8 000 milliards, c'est n'importe quoi cette phrase. 23 000 milliards quoi. De dollars en 30 ans. Super. Donc bon. On est bien parti. Donc voilà, un papier vraiment super intéressant.
y avait deux choses quand même, effectivement, qui se sont passées la semaine dernière. C'est qu'il y a eu deux parce que sociétés... toi, tu y es allé au Ouais, moi voilà. j'étais Toi, tu y es allé. Moi, j'ai récupéré la vidéo de Bruno Le Maire en demandant à son cabinet, mais toi, tu y es allé. Mais moi, je suis arrivé, pourtant, je suis arrivé super tôt, comme toujours, au bureau, 8h30, allez, c'est parti. Mais l'animation, en tout cas l'action dont pas mal de gens ont parlé, était déjà finie. Et c'était pas l'intervention de Bruno Le Maire, c'est qu'il y a eu lieu un petit peu plus tard, à laquelle j'ai pu assister. Mais c'était une action de militants écologistes qui venaient faire une opération coup de poing, qui en fait venait relayer une initiative qu'une partie de ces ONG avait fait la veille, qui était la mise en demeure de BNP Paribas pour sa politique climatique, qui n'est pas satisfaisante à leurs yeux. Et du coup, là, ce qu'ils ont fait, c'est que quelques dizaines d'activistes de ces associations sont venus devant le palais Brongniart, ont déversé un liquide noir sur les marches qui symbolisait le pétrole et les énergies fossiles, et également allumé quelques fumigènes qui faisaient de la fumée noire, là encore pour représenter un peu la symbolique de leur action. Alors ça a été nettoyé très vite, mais ça a perturbé le fonctionnement de la journée, puisque les conférences ont commencé en retard. L'année dernière, ça a été le cas aussi. Hein. Ouais, tu y étais l'an dernier, toi? Moi, j'y étais pas pour le coup. Je me souviens que l'année dernière, ça avait causé des retards. Je sais que Thomas Buberl d'AXA devait parler, n'avait finalement pas parlé. AXA s'était payé une grande page de pub dans le FT pour dire à quel point ils étaient engagés. Enfin, c'est vrai. Voilà. Et quand j'ai lu ton papier justement sur ces incidents-là, et le fait que les organisateurs disent non mais c'est pas comme ça qu'en même temps si personne ne peut venir, forcément on n'avance pas sur le sujet. Je me suis dit mais oui, c'est vrai que l'année dernière ça avait été le cas et AXA avait annulé sa participation et je pense que c'est pour ça que le ministre n'a pas pris le risque. Il avait déjà enregistré sa vidéo en plus, Bruno Le Maire. 7 minutes c'était plié. Bon après il a des messages forts, hein, là encore vous pouvez en lire dans l'article, dans la lettre aussi puisque tu l'avais traité la semaine dernière. Better, faster, stronger. C'était un peu ça, ouais. Tu as fait la trad. Non, par contre, ceux qui devaient venir mais ne sont pas venus, ont annulé au dernier moment à la suite de cette action, c'est Frédéric Oudéa, Société Générale, et Catherine McGregor d'Engie. Ils devaient tous les deux discuter. Bon, en plus, ils n'ont pas de chance les deux, parce qu'ils avaient déjà été chahutés, c'était en juin dernier, à un autre grand raout de la finance et de l'entrepreneuriat à Paris, et il y avait une autre ONG environnementale qui était intervenue pendant le dialogue entre Catherine McGregor et Frédéric Oudéa. Donc ils se sont dit, bon, on va pas prendre un abonnement, on vient un peu les chats noirs. C'est bien, c'est que Frédéric Oudéa, il sera moins... Il sera moins exposé chez Sanofi l'an prochain. Il sera moins invité, en tout cas en tant que banquier. Par contre, chez Sanofi, il va avoir du boulot, je pense. Voilà, puis écoute, pour terminer, il est 18h01, hein, on va plier le game. On va le plier dans pas longtemps. En fait, je me suis rendu compte, j'ai inversé les liens, non? Je sais pas, je suis pas sûr. Tout est lié, écoute. On a commencé par BNP, on finit par BNP. Ouais, c'est ça, donc c'est vraiment... Vous êtes très fan de... Non, pardon. BNP Paribas mise en demeure par 3 ONG. Ouais, c'est ce dont je viens de parler avant. Ce dont tu viens de parler. Mais tu as eu... Elle a eu la réponse de BNP. Parce que ça, c'est pas rien, ça, c'est cool. Ouais, effectivement. Donc la journée, c'était un peu compliqué de les avoir. On pense que tout le service de com était en réunion au même moment. Mais ensuite, effectivement, ils nous ont fait... Ils ont répondu à nos questions par écrit en nous sortant leur argumentaire pour justement faire valoir à quel point ils n'étaient absolument pas d'accord avec les arguments d'Oxfam France, des Amis de la Terre et notre affaire à tous. Et faire valoir du coup ce qu'ils ont déjà annoncé en termes d'ambition climatique, réduction du financement, typiquement des énergies fossiles, etc. Voilà, donc c'est une confrontation de deux visions de la lutte contre le réchauffement climatique. C'est intéressant, nous on donne la parole à tout le monde. Et puis un dernier aussi qu'on peut évoquer, même si le reproche n'est pas du tout du même acabit que ce qui est reproché par ces 3 ONG à BNP Paribas, c'est Wendel, une société d'investissement qui est cotée à Paris, et pour le coup, qui s'est fait, qui se retrouve dans la liste des quelques 1000 sociétés au niveau mondial qui sont ciblées par une campagne du Carbon Disclosure Project, qui est... une grande organisation qui fédère beaucoup d'asset managers, d'assureurs, de gens vraiment de milieu financier et de l'entreprise, pour justement, là encore, aller vers le net zéro, mais selon des méthodes et en tout cas des ambitions qui sont des méthodologies qui s'appellent Science-Based Climate Stuff, je ne sais plus exactement ce que c'est.
et qui du coup sont assez exigeantes sur l'emploi de cette méthodologie-là. D'accord. Et donc cette campagne cette année qui est menée a ciblé Wendel parmi d'autres parce qu'ils trouvent qu'ils vont pas assez loin et dans leur société dont ils sont actionnaires pour être alignés avec ces objectifs, cette méthodologie scientifique. Alors, ce à quoi Wendel, voilà, qu'on a contacté et qui nous a répondu, a dit qu'ils ne comprenaient pas, qui ont du coup eu des échanges avec le Carbon Disclosure Project, et où il y a l'air d'y avoir un peu une incompréhension, là encore, entre les deux, et où même du côté du Carbon Disclosure Project, ça n'avait pas l'air si à l'aise que ça dans le fait de les avoir ciblés eux, parce qu'il y aurait pu y avoir une confusion entre, on va dire, le bilan carbone de Wendel et celui de ces sociétés dont il est actionnaire. Voilà, il y a peut-être eu un petit saut de ligne sur le doc Excel ou un truc comme ça. Ouais. Bon, en tout cas, à ma connaissance, ils sont toujours sur la liste de la campagne. Peut-être que le CPB va les en retirer. En tout cas, on le dira si c'est le cas. Très bien. Bon, je te remercie Guillaume de ce passage. Alors j'avais promis, je le fais quand même dans la dernière minute. Je vous présente la lettre de l'assurance Engueule. Voilà, c'est le troisième édition, avec les portraits des invités venus au petit déjeuner pendant une saison, voilà, de septembre à juin. Donc c'est à retrouver. Alors il sort de l'imprimerie, c'est encore bon le 9. Il est en pré-vente bientôt sur le site de News Assurance Pro. Enfin, en tout cas, vous envoyez un mail. Attends, là, tu montes les gueules des autres, mais monte la tienne aussi qui est derrière là, la caméra. Ah oui. Moi il est pas beau, notre Benoît Martin. C'est moi. Très bon travail une nouvelle fois du pôle gommette et coloriage. Ouais, l'inimitable. Ah, c'est clair, Manivonne et Marie ont fait un superbe boulot. Et si vous voulez la collection complète, il nous en reste quelques éditions, pas beaucoup. Hein? Enfin, un peu quand même, dans les escaliers. Là, voilà, ils sont là. Donc, vous pouvez commander tout ça, vous nous envoyez un petit mail, vous mettez des messages, et puis on viendra vous les livrer directement par la poste. C'est pas nous qu'on viendra, en fait. Je ne savais plus comment finir. Merci beaucoup, Guillaume. Écoutez, je vous dis bonne fin de journée à toutes et tous. Tu seras là la semaine prochaine, toi? Non, je ne serai pas là. Moi non plus. Ah, super, ce sera la surprise. Vous aurez sera dans le live Twitch. Sans doute. Petit point, ça coupe. Oui, c'est ça. Oh, t'as raison, ça c'était une belle fin. Vous aurez sans doute une autre personne pour présenter ce live qui aura bien lieu donc jeudi prochain à 17h. Qui parle dans le chat? Alors, qui parle dans le chat? Ah oui, avant de finir, j'ai trouvé, nous dit Darkside, c'est un pigeon du Cap. Yes, super. Voilà. Ou pas Cap. Ah c'était oui. pas drôle. Si, c'était pas mal. Mais si, mais il faut pas que si tu la casses tout de suite, regarde comment fait Thierry. Thierry jamais. C'est vrai, c'est vrai que Thierry, il la laisse comme ça. Ouais, tu ris pas ta vanne et tu la casses pas non plus. Tu la laisses vivre. Elle a sa petite vie à elle. Thierry, il avait mis plein de trucs, un balbuzard, un fumard, un cuasse, on sait pas trop quoi. Le choix des images d'illustration est toujours parfait, nous dit Amélis, à propos de News Asset Pro. Et c'est vrai que le choix des images est très beau. Et sifflotage, dis mon nom. Thierry, tu t'es cru dans un truc un petit peu bizarre, non? Mais non, il nous chante, tu sais, Destiny's Child. Say my name, say my name. Ah ouais, c'est ça. Dis mon nom, dis mon nom. C'est exactement ça. Donc Thierry viendra vous présenter le live Twitch la semaine prochaine. Je me méfie en plus qu'il soit là, alors je préfère le voir éclair dans le chat. Sur ce, moi je vous souhaite une bonne fin de journée. Nous vous souhaitons tout à fait une bonne fin de journée. Merci de nous avoir suivis. Ce replay sera dispo sur la chaîne YouTube de News Assurance Pro à partir de demain. Voilà. Merci beaucoup, Guillaume. Salut Benoît. Et bonne fin de journée. Salut.